Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a des extiens et des non d'extiens, mais curieux de découvrir ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, moi, je suis Cédric Vincent, je suis directeur des activités chez Extia de la partie ingénierie sur l'arc méditerranéen et j'anime du coup avec Tamara et Valérian, qui est un de nos consultants du coup qui va nous présenter le sujet sur les sous-marins. On anime à tous les trois une communauté métier qu'on appelle la communauté métier industrie chez Extia et qui va vous présenter, du coup, tel que vous avez vu sur la vidéo, aujourd'hui le sujet du sous-marin, mais qui demain peut vous parler d'outils de CAO ou après-demain du BIM ou encore du contrôle commande d'instrumentation. Donc, on vous invite à suivre l'actualité de ces meet-up. Et en ce qui concerne notre invité du jour, c'est Valérian Bouchard, donc, qui est ancien sous-marinier, qui vous expliquera rapidement son parcours, parce que c'est quand même aussi l'objet de ce meet-up de parler du Rex, de cette ancienne vie palpitante, vous verrez, et sujet plus que d'actualité, puisque vous avez vu qu'on a mis en service notre fleuron de la marine nationale, qui est le Suffren, donc le premier sous-marin du programme Barracuda, sur lequel Extia est impliqué fortement depuis quelques années, et notamment autour de nos partenaires que sont Technicatom et dans l'écosystème Naval Group. Extia intervient sur ces sujets-là et on aura l'occasion d'y revenir si besoin est, mais en tout cas, on a trouvé que c'était de bon augure de pouvoir vous faire rentrer dans les coulisses de façon virtuelle d'un sous-marin nucléaire. Donc, bienvenue à toi, Valérian. Je te laisse la parole. Bon meet-up à tout le monde. Merci, bonsoir tout le monde. Donc, Cédric a bouffé déjà toute mon intro. Donc, effectivement, je suis un ancien sous-marinier. Je me suis engagé à 18 ans, j'ai fait un peu plus de 20 ans de service et essentiellement l'intégralité au sous-marin. J'ai eu quelques périodes à terre. Et donc, effectivement, à Toulon, alors, le sous-marin, c'est un sujet vaste. Le lien, il est à la fois actuel avec la mise en service du Suffren et à la fois, il est complètement dans le sujet de Extia, puisque, comme Cédric l'a dit, on a des personnes en prestation chez Technicatom qui ont participé pour un petit bout du Suffren qui vient d'être mis en service. Alors, parce qu'il n'y a pas que Top Gun dans la vie, il y a aussi ceux qui l'ont vu, le Chant du Loup, qui ressemble un peu, alors de façon très romancée, mais un peu à la vie que j'ai eue avant. Voilà, puisque j'étais dans tout ce qui était partie sonar. Alors, ça va pas être développé aujourd'hui parce qu'on a eu un meet-up l'année dernière déjà qui expliquait comment ça marchait un sonar et le principe de fonctionnement d'un système de combat naval et dont sous-marin. Donc là, aujourd'hui, c'est pas le but de la présentation, mais on va s'intéresser à la partie propre sous-marin, expliquer un peu deux, trois choses sur le principe de la navigation sous-marine et puis pourquoi nucléaire. On va développer tout ça. Alors, c'est la construction, c'est considéré un sous-marin nucléaire considéré comme la humaine puisque ça met en œuvre une centrale nucléaire qui va subir de fortes pressions. Il y a le côté militaire avec la délivrance des armes, mais aussi le fait de résister à des tirs militaires. Et puis tout ça, ça permet de protéger et faire vivre du personnel pendant de longs mois. C'est pas quelques jours, c'est de longs mois pour certaines missions. Voilà. Alors en France, les sous-marins sont construits à Cherbourg, mais ils sont basés pour une partie à Toulon. Donc là où et une partie à Brest, je vais détailler tout ça. Donc en fait, la composition des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Triomphant, des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Suffren, dont le premier a été mis en service il y a 2 semaines, pas 2 semaines. Et on a des sous-marins un peu plus anciens, les classes Ruby, ceux sur lesquels j'ai navigué quasiment presque 20 000 heures, on compte en heures, donc presque 20 000 heures sur classe Ruby. J'ai fait un peu de... Alors, on aime bien les abréviations. Sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est un peu long à avoir de SNLE. Alors, nucléaire, je vais revenir sur le thème déjà du nucléaire. Nucléaire, ce ne veut pas dire arme nucléaire, mais propulsion. Voilà. Tous ces sous-marins-là, ces 3 types de sous-marins-là, ont une propulsion nucléaire. Maintenant, le plus gros, celui qui est tout en haut, là, c'est le seul qui a l'arme, les fameux engins
Donc c'est un lanceur d'engins. Donc là, c'est pour le coup, c'est l'arme nucléaire. Pas de débat particulier là-dessus, je ne vais pas revenir sur... mais voilà, sous-marin nucléaire ne veut pas dire forcément arme. Ils sont tous armés, bien sûr, après avec des armes conventionnelles type torpilles, missiles, mais l'arme nucléaire n'est que sur les CNLE. Alors, je ne vais pas revenir dessus. D'autres armes en France, il y a d'autres armes nucléaires que celles embarquées sur sous-marins, sur les avions, notamment embarquées sur le Charles de Gaulle, qui est aussi un bâtiment de propulsion nucléaire, et qui a, si le besoin le demande, possible des armes. Voilà, donc ça va pas être le sujet non plus. Voilà, une petite classe pour voir un peu la différence. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, des classes Ruby class version améthyste. Et ça, c'est ce qui vient de sortir. Donc on est déjà sur quelque chose de un peu plus gros, de 2 fois plus lourd. Mais, alors, voilà, on parlait de Rex tout à l'heure. Par exemple, pour se donner une idée, donc 5300 tonnes, hein, c'est énorme. Et ben, il est tellement plein, ce gros sous-marin, que l'air disponible, l'air libre à bord de tout ça là, est plus petit. Il y a moins de volume d'air là-dedans que dans celui-là. Tellement il est rempli, il est plein comme un œuf. Ils ont mis énormément il y a des nouveaux senseurs, il y a des nouveaux types d'armes, il y a un réacteur qui est plus gros, et tout est monté sur des blocs. En fait, la construction du sous-marin s'est fait vraiment tronçon par tronçon. Chaque tronçon a été rempli et après les tronçons ont été jonctionnés. Et donc dans notre tronçon, dans chaque petit tronçon, chaque petit rectangle qui viendra là s'assembler et tout monter sur des systèmes de charpente qui permet de ne pas diffuser du bruit. Voilà, donc ce qui explique son énorme poids et son faible volume d'air en fait disponible à bord. Bon. En vue un peu plus éclatée, le dernier, là, le Suffren, là, on est sur une vue un peu plus éclatée. Alors, au sous-marin, et dans tous les bateaux de la Marine nationale, on aime bien faire des plans, et donc on va diviser notre sous-marin en tranches. Et chaque tranche est indépendante. Alors, pas forcément, on ne retrouve pas des sources d'énergie, des choses comme ça de chacune de l'autre, mais ça permet potentiellement d'isoler. On a parlé du problème de recevoir un tir militaire, mais n'importe quel bateau peut éventuellement heurter un objet flottant, des choses comme ça, c'est déjà arrivé. Et donc, en cas d'entrée d'eau, ça serait mieux d'isoler une partie d'une autre. En cas d'envahissement par la fumée, c'est des choses qu'on va évoquer après. Mais si par exemple, mon réacteur, il y a une fuite, ça arrive jamais, mais admettons qu'il y ait une fuite, il faut mieux se parer, ça serait bien de confiner cette partie-là, qui est la partie compartiment réacteur, ça serait bien de la confiner et de confiner cette fuite potentiellement de produits radioactifs dans cette zone-là. Voilà, donc c'est vraiment une construction complexe. Donc aujourd'hui, on va voir un bateau de surface, je ne vais pas revenir sur le principe d'un bateau. Nous, on va s'intéresser à ce qui fait la particularité du sous-marin. Je ne vais pas vous faire non plus un cours d'histoire, ça remonte à l'Antiquité. De Vinci avait lui-même évoqué la possibilité de faire des sous-marins, des bateaux qui allaient sous l'eau à but militaire, pour aller couler d'autres bateaux. Donc bon, ça, c'est juste en intro. On a parlé des sous-marins qu'on avait en France. Alors la France en a depuis quasiment la Première Guerre mondiale en version militaire. Et puis maintenant, on n'a que des sous-marins nucléaires. Alors, on a la capacité, moi qui travaille chez Thales au profit de Naval Group fabrique des sous-marins en export, alors pas nucléaires, qu'en version avec un moteur diesel. Mais voilà. Donc, notre sous-marin, il faut déjà arriver à le faire plonger, faire surface. C'est la base d'un bâtiment submersible, c'est monter, redescendre. Donc, on va avoir quelques notions élémentaires. Comment on maintient cette immersion-là? Quels sont les facteurs qui interviennent sur les problèmes de pesée? Et après, voilà, d'autres parties, produire de l'énergie et vivre à bord. C'est là où il y a beaucoup de retours d'expérience. J'ai passé un peu de temps. Donc, plonger, faire surface, c'est la poussée d'Archimède. De toute façon, pour faire sous-marinier, il n'y a pas besoin de beaucoup d'études. Les notions de base sont vues pour la plupart au collège. Donc, je rappelle, la poussée d'Archimède, c'est tout court plongé dans un fluide au repos. Voilà. Donc, c'est une histoire de vecteur. On a
notre poids qui exerce un déplacement vers le bas et la poussée d'Archimède. Et donc, quand on flotte en surface, en fait, on est à l'équilibre. Cette partie-là qui est immergée déplace un volume d'eau qui est égal en poids à notre volume, au poids total de l'objet immergé. Donc, le but du jeu maintenant, c'est de descendre. Alors, comme on ne va pas pouvoir s'alourdir, on ne va pas pouvoir demander à prendre du poids en plus, on a un poids qui est fixe, presque fixe, on va jouer sur notre volume. Et donc, c'est un peu le principe, si vous avez déjà essayé dans votre baignoire ou même à la piscine, en expirant l'air et en chassant l'air de ses poumons, on va réduire notre volume sans jouer à notre poids et on va avoir tendance à couler. Et ben, c'est ce que va faire le sous-marin en jouant sur ses ballasts. Voilà, c'est le mot consacré, c'est les ballasts. Alors, les ballasts, ce sont pas on n'arrive pas à gonfler ou à dégonfler, donc ils sont fixes. On va juste simplement les remplir et les vider en eau. Alors, on ne s'alourdit pas. On va vraiment réduire notre volume, puisqu'au final, nos ballasts, ils ont des ouvertures, donc l'air circule, l'eau circule dedans. Quand ils sont remplis d'air, on ferme au moins le dessus pour pas que l'air s'échappe. Et donc, on va ouvrir des clapets. L'eau va pénétrer dans les ballasts, et en fait, notre volume étant réduit, on va descendre. Le but du jeu, c'est de garder un équilibre. Alors, on ne va plus jouer une fois qu'on est en immersion. Donc, un ballast, je reviens sur la diapo d'avant, l'ensemble des ballasts représentent à peu près 10%. Ils sont conditionnés pour être 10% l'équivalent du poids en volume d'eau. Donc là, pour un rubis qui fait 2500 tonnes, on a des ballasts qui font 270 mètres cubes. Donc, quand ces ballasts sont remplis d'eau, c'est autant de volume qu'on ne déplace plus. Donc là, le sous-marin va couler. Les notions de pression effectivement, le sous-marin, une fois qu'il plonge, il y a un phénomène de contraction avec la pression. Alors, sans rentrer dans des valeurs hyper secrètes, un rubis, ça se trouve sur Internet, descend jusqu'à 300 mètres. Donc 300 mètres, c'est 30 bars de pression en plus du 1 bar. Donc on prend 30 bars de pression supplémentaire. Donc la coque, qui est en acier, elle va légèrement se contracter. Assez peu. On ne peut pas dire que le volume, il joue énormément suite à la contraction. On considère que par 80 mètres, c'est 1 tonne. 1 tonne d'eau qu'on déplace en moins, parce que le sous-marin s'est contracté tous les 80 mètres. Donc à 300 mètres, en final, on n'est même pas à 4 tonnes sur 2500. C'est assez négligeable. Le sous-marin, on l'a vu sur sur les premières diapos, a des antennes qui va rentrer et sortir. Et ben, le fait de rentrer ou sortir une antenne, le fait de sortir l'antenne, on va augmenter notre volume. Pareil, c'est négligeable, une antenne elle est assez fine, le but du jeu étant de ne pas se faire détecter. On ne va pas sortir un château d'eau à chaque fois qu'on sort. Donc c'est assez fin, donc le volume déplacé est négligeable. La densité de l'eau qui est liée à la salinité, un peu à la température, est assez négligeable aussi, puisque on considère que, pour donner un exemple, la salinité, l'écart de salinité entre la Méditerranée et l'Atlantique ferait que quand on passe Gibraltar, on s'allège de 10 tonnes. Pareil, sur 2500 tonnes, alors, c'est pas négligeable, mais par rapport à 2500 tonnes, c'est très faible. Donc, nos ballasts, c'est binaire, c'est où ils sont remplis d'air, et à ce moment-là, on a un gros volume, on flotte, où ils sont remplis d'eau, vides d'air. C'est mieux, vide d'air, à ce moment-là, on coule. Donc, une fois qu'on est en plongée, là, les valeurs que je vous ai données, 1 tonne, 10 tonnes, ça, on va jouer. Donc, on va jouer un peu, on va pouvoir monter, descendre comme ça avec les régleurs. On est toujours sur la poussée d'Archimède, mais on est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus petites. Là, pour le coup, ce sont des capacités qui sont à bord du sous-marin, où on va admettre et vidanger de l'eau. Mais comme ça, à l'intérieur du sous-marin, on ne va pas jouer sur le volume, là on va vraiment jouer sur le poids, mais sur des quantités plus faibles. On va admettre 100 litres, 200 litres, 500 litres,
pour jouer justement sur ces légères variations de volume, de poids. Alors notre poids, à nous, il joue en mission la consommation des vivres, même si on conserve sur les hanches quelques séquelles de notre bonne nourriture, ça sera l'objet d'un des derniers chapitres, mais la consommation de vivres, la consommation de combustible, parce que ça a beau être nucléaire, on a à bord un moteur diesel qui peut être utilisé potentiellement, on consomme du combustible. Les capacités d'eau, on a de l'eau pour boire, on a de l'eau pour la machine, on en produit nous-mêmes à bord, on va le voir plus tard, mais ces capacités d'eau, si ce n'est que l'eau de la douche qu'il va falloir ou non évacuer, et tout ça va jouer légèrement sur le poids. Et donc on va compenser avec les régleurs. Donc c'est le travail, il y a une personne ou deux il y a une personne de quart qui est tout le temps en train de vérifier la pesée. C'est hyper important la pesée. Alors, en soi, une fois que le sous-marin est sous l'eau, il suffit, si on a tendance à remonter, il suffirait de naviguer en allant vers le bas et puis on va pouvoir maintenir notre immersion, si ce n'est que la loi de Murphy fait que c'est toujours quand on va avoir tendance à vouloir se maintenir vers le bas qu'il va y avoir un incident. Un incident qui peut être d'ordre de la propulsion ou une entrée d'eau non contrôlée. Et si déjà on a du mal à maintenir notre immersion, cet incident ou l'accident, ça va augmenter les conséquences de cet incident. Donc, pour naviguer en sécurité, on est tout le temps en train de jouer, une fois qu'on est en immersion, en train de jouer sur cette pesée, sur ces variations de poids, pour essayer de naviguer assiette nulle. L'assiette, c'est l'angle que l'on fait par rapport à l'horizontale, et pour justement se parer à tous ces petits soucis-là. Et puis, les missions font que des fois, on est obligé de naviguer à faible allure, et un défaut de pesée qui serait facilement rattrapable, récupérable en mettant un peu d'assiette, on n'y arriverait plus à faible vitesse. Je prends par exemple faible vitesse pour la Rex. C'est que si on met en œuvre des commandos sur la diapo, celle-ci, là, sur le bord du suffrain, il y a ici, c'est une option, c'est pas systématiquement mis en œuvre, mais on peut embarquer des forces spéciales et avoir potentiellement un espèce de sous-marin de poche compris dedans et tout. Et il y a un sas ici qui permet d'accéder, de rentrer, de sortir de cette chambre où il y a la mise en œuvre des commandos. Les commandos, si vous roulez à 40 km/h sous l'eau, vous ne mettez pas en œuvre des commandos. Donc il y a des allures, des fois, où on a besoin d'aller à petite vitesse. Voilà, ça c'est pour la pesée. Donc on a déjà vu les maintiens, donc les notions élémentaires de pesée d'Archimède, le maintien en immersion grâce au régleur. Donc je rappelle, ballast, régleur, ce sont deux organes importants. Et puis pour se diriger, le maintien en immersion se fait également avec les barres de plongée. Les barres de plongée qui sont sur rubis. On en a ici au niveau du massif, et on a, alors là c'est un type, ça serait un type rubis. Donc il y a des barres de plongée ici et des barres de plongée dans le massif qui seront là. L'image n'est pas forcément des sous-marins français, mais et sur le suffrain, on a ici en croix de Saint-André, ça s'appelle. Voilà. Et donc c'est le principe des gouvernails, et donc ça ressemble plus à un avion. Hein, on a des barres de direction, des barres de plongée, et sur le suffrain, qui est la dernière technologie, il y a d'autres pays, hein, les Collins australiens, comme ça de tête, je ne sais si les Canadiens, ils ne sont pas comme ça aussi. Et donc c'est un système en croix de Saint-André, ça fait que chaque petit gouvernail comme ça participe en partie ou à monter, descendre, ou aller à droite ou à gauche. Donc il y a des avantages, des inconvénients, si ce n'est que il y a surtout des avantages, c'est qu'en cas d'avarie, si vous perdez cet aileron-là, c'est pas grave, il y en a 3 autres encore. Alors que ici, si vous perdez, vous ne tenez votre direction que sur un. Donc voilà. Et donc ça c'est le barreur qui a des barres type comme dans un avion, hein, il pousse, on descend, il tire, on monte, à droite, à gauche, et il dirige à travers un calculateur, il va diriger avec des cerveaux et tout,
tout ça en même temps. Le calculateur, il gère. Et on arrive même, là c'est le petit côté positif, c'est que dès qu'on tourne, en mettant des barres de direction d'un côté, vous avez tendance à alourdir, à faire de la résistance, c'est le but de la barre, mais à alourdir légèrement. Donc le bateau a tendance un peu à cabrer. Et ben, les calculateurs actuels, sur la dernière génération, vont anticiper ces mouvements-là et arriver à contrer. Donc en fait, c'est pas trop représenté sur ce dessin-là, mais on va avoir tendance à mettre un peu plus d'angle sur celle-là, par exemple, que sur celle-là, de façon à anticiper ce mouvement en fait de cabrage. Je parlais de l'incident ou de l'accident. Donc le danger quand même d'un sous-marin, c'est de rester sous l'eau. Donc on a toujours ce besoin, cette envie, on est toujours paré à remonter. Et donc, c'est l'effet, alors pas trop les régleurs, parce que j'ai dit les régleurs, on va jouer vraiment sur du réglage fin, sur des petites quantités de poids. Et par contre, les ballasts, pour remettre de l'air dans les ballasts, pour regonfler, pour récupérer du volume et donc faire surface, bien sûr, c'est redondé. Il y a un système qui est la chasse normale. On a des groupes d'air avec beaucoup d'air. Ça permet de remonter 2 fois sans être obligé de les regonfler. On a suffisamment d'air contenu dans des bouteilles pour pouvoir gonfler ces 270 mètres cubes 2 fois sans être obligé de recharger. Donc c'est un peu énorme. Et en plus de ça, on a encore en plus un système de chasse rapide qui va délivrer sur des gros sectionnements beaucoup d'air d'un coup dans les ballasts. Et on va pouvoir remonter extrêmement vite. Alors ça, on le fait au moins une fois par mission. En début de mission, on s'amuse à remonter comme ça. Alors là, on voit normalement, quand le sous-marin est en surface, l'eau, elle s'arrête à peu près ici. Et là, on décolle tout le nez du sous-marin. À bord, c'est les montagnes russes. C'est le sous-marin, au moment où on met en œuvre cette manœuvre d'urgence, on est genre à une centaine de mètres et on va prendre de l'élan énormément, on va mettre du moteur, on va mettre les barres à monter et on va chasser partout et on crève la surface comme ça. Alors, on s'est assuré avant, bien sûr qu'il n'y avait pas un plaisancier qui se baladait sur le tout large de Toulon, il y en a quelques-uns 3-4 mois dans l'année. Et donc, le sous-marin a vraiment en permanence ce souci de s'il se passe quelque chose, il faut que je puisse remonter. S'il y a de l'eau qui rentre, je vais remonter parce que en haut, du coup, il y a moins de pression, l'eau, et puis il suffit que le trou il soit plutôt sur le dessus. En haut, il y a plus, l'eau ne rentrera plus. Donc, on va avoir comme ça tout le temps cette préoccupation. Voilà, donc ça, c'est pour la partie plongée. On va aborder la partie produire de l'énergie. On parlait du moteur diesel, du réacteur nucléaire. Alors déjà, comment on produit de l'énergie à bord? Donc, c'est le principe de la chaufferie nucléaire. On a ici une cuve. Donc, en violet, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire. C'est le circuit primaire. On a des barres de combustible. Ces barres de combustible, donc c'est de l'uranium, vont produire une réaction en chaîne. Je ne vais pas tout réexpliquer. On a eu plein de meet-up déjà sur la chaufferie nucléaire, mais c'est le même principe. Voilà, c'est donc un circuit primaire qui est fermé, qui est pressurisé. Ça permet de monter à plus de 100 degrés. Ça permet et d'avoir de l'eau qui ne se vaporise pas, parce que l'eau, on veut la garder en version liquide, donc on la pressurise. Et ici, on va arriver au générateur de vapeur, c'est la diapo d'après. Notre générateur de vapeur va prendre de l'eau froide, il va la faire chauffer. Là, pour le coup, elle n'est pas pressurisée, donc elle va partir ici en version vapeur. Et cette vapeur-là, dans le circuit secondaire, va alimenter une turbine, ou 2, et après, retour, donc le fait de tourner, après avec un alternateur, on va réussir à produire de l'électricité ou récupérer cette énergie directement de l'énergie mécanique. Il y a un petit schéma après. Notre vapeur, elle va aller dans le condenseur qu'on réfrigère avec de l'eau de mer, il y en a suffisamment autour de nous, et après, retour par la pompe en état liquide au générateur de vapeur. Sur un schéma complet. Alors là, j'ai pris le schéma sur une centrale nucléaire type EDF. On a bien notre circuit primaire. Là, il parle de fleuve ou de mer. Nous, à bord, la mer, on en a plein. On vient puiser dedans pour après faire. Donc, ça, on n'a pas à bord du sous-marin. Et donc, production d'électricité. Donc, ça, c'est EDF. EDF, ils prennent que la partie électrique. Sauf que nous, sur le sous-marin, on a une hélice à faire tourner. Voilà, une jolie hélice. C'est l'hélice de... j'ai pas noté.
Ça va être le Redoutable à Cherbourg. Donc, s'il y a des gens qui vont sur Cherbourg, il y a le Redoutable à visiter. Et voilà, l'hélice du Redoutable, un SNLE ancienne génération. Donc, notre hélice qu'on doit faire tourner. Et ben nous, c'est un peu plus compliqué. Alors là, vous avez le schéma de propulsion du Suffren. Il n'y a pas tous les détails, mais on est vraiment sur le Suffren. On a ici un générateur type K15, qui est le générateur typique qui est sur nos SNLE, qui est sur le SNA Suffren, et c'est également celui qui est en double sur le Charles de Gaulle. Voilà. Donc, un petit générateur K15, avec quelques organes, je ne vais pas revenir dessus, mais hop, nos générateurs de vapeur. Et là, on alimente plusieurs turbines. Une première turbine principale qui, par un jeu de réduction, parce que la vitesse de la turbine, on ne pourrait pas faire tourner l'hélice à cette vitesse-là, donc on va réduire la vitesse, on va gagner en puissance et on va faire tourner notre hélice qui va propulser. Sinon, mais c'est bruyant, ça c'est bruyant, et puis ça impose de jouer directement sur la génération de vapeur pour avoir l'énergie et la vitesse qu'il faut pour faire tourner l'hélice. Donc le mode privilégié, donc celui-là, il n'est pas mis en pause, hein, il est utilisé, mais le mode privilégié en mission, pour la discrétion, c'est on va alimenter une autre turbine qui, elle, qui va faire tourner un générateur, et ce générateur-là produit de l'électricité qui, après, va produire, potentiellement recharger une batterie, et alimenter un moteur électrique. Ça, c'est ce qu'il y a. Cette partie-là, elle est rajoutée sur le Suffren. Sur les types Ruby, on n'avait pas cette partie-là. On était forcément en turbine alternogénérateur qui produisait de l'électricité pour des moteurs électriques. Voilà. Donc, tant qu'à récupérer de l'électricité, cette électricité-là, on va aussi l'utiliser pour l'ensemble du bateau. Pour alimenter les sonars, les capteurs, la vie à bord, les fours pour la cuisine et toutes ces choses-là. Alors l'intérêt du moteur diesel, puisqu'on en parlait, le moteur diesel, il a plusieurs intérêts. D'ailleurs, il est tellement intéressant qu'ils en ont mis 2 sur le Suffren. C'est que le premier intérêt, c'est de recharger la batterie. Donc on est vraiment sur le mode comme étaient les sous-marins depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sur un moteur diesel, recharge une batterie, et cette batterie-là alimente le moteur électrique. Donc, en cas de perte du réacteur nucléaire, on n'a qu'une cuve, on a des croix de contrôle qui montent et qui descendent, qui permettent de réduire la réaction en chaîne. Bon, en cas d'avarie majeure, on fait tomber les croix au fond, il n'y a plus de circuit primaire, donc plus de circuit secondaire, donc plus de turbine. Et donc, à ce moment-là, la batterie, qui est toujours remplie quasiment au max, elle va s'épuiser assez vite pour alimenter le moteur électrique, donc il va falloir la recharger régulièrement. Alors, quand je dis assez vite, c'est qu'en navigation courante à 15-20 km/h, la batterie, elle tient quand même la journée. Voilà. Mais au plus vous l'utilisez, au plus il faudra tourner au diesel pour la recharger. Le deuxième intérêt du diesel, j'anticipe sur la deuxième partie, c'est que il aspire l'air dans le bord. Et parce qu'un moteur, ça marche. Ça existe des moteurs qui marchent avec des capacitaires sous pression, mais là sur sous-marin, on utilise l'air dans le bord, et donc on va pouvoir mettre le bord en dépression, mettre éventuellement un tube, donc il faut être à l'immersion périscopique, mettre un tube parce que assez rapidement en sous pression l'équipage il fait un peu la tronche. Donc, on va avoir un tube d'air frais qui va aspirer de l'air frais du bord, notre gros moteur diesel qui va aspirer de l'air du bord, alors, potentiellement, si c'est de l'air vicié en cas d'incendie, on a des fumées qui sont propagées dans le bord, et on va pouvoir comme ça ventiler très rapidement, parce que c'est le plus gros ventilateur du bord, quel que soit le type de bateau. Moi qui en ai fait 3, le plus gros ventilateur, c'est le moteur diesel. Il aspire l'air du bord, et pour le recracher dans les échappements après la combustion d'un moteur diesel, et nous, la dépression ainsi créée va aspirer de l'air frais depuis l'extérieur. J'espère avoir répondu à l'intérêt du moteur diesel. Et donc, on parlait d'air régénéré ou recyclé. C'est une façon de régénérer l'air. Ensuite, on verra c'est une situation de secours. Pour les vies, donc c'est quand on fait visiter en escale ou même à quai, on a souvent des visites.
Une fois qu'on a parlé de tout cet aspect militaire, c'est quand même un gros bateau, voilà, jusqu'à 15 000 tonnes pour un triomphant qui va sous l'eau, qui remonte et machin. On en vient vite à comment on vit à bord. Alors, on parlait de respiration donc, il n'y a pas de forêt à bord, hein, donc il va falloir qu'on produise l'oxygène et qu'on élimine les gaz toxiques. Alors, essentiellement le CO2, mais il y en a d'autres, parce qu'en fait, il y a beaucoup de machines tournantes à bord. Hein, chaque auxiliaire, chaque fonction à bord, c'est une machine derrière. Donc, dans l'air, il peut y avoir de l'huile vaporisée, mais c'est du fonctionnement normal. Et donc, on a à bord un système de ventilation. Cette ventilation, elle doit être capable donc, de produire l'oxygène, de capter les gaz toxiques, mais on doit aussi pouvoir l'arrêter rapidement. En cas je parlais tout à l'heure en cas d'incendie ou de radioactivité, il faut être capable de tout cloisonner, de tout fermer. Donc tout ça, c'est automatisé. Donc voilà comment on respire à bord. On fabrique de l'oxygène. L'oxygène, c'est pas compliqué. Hein. Pour la fabriquer, pareil, c'est niveau 4e, je crois, à l'école. On utilise, en fait, on fait une catalyse. Une électrolyse de l'eau douce. On prend de l'eau pure, H2O, et on sépare le O du H. Le H, on le rebalance dans l'eau. C'est pas polluant, hein, il va être redissous et puis c'est pas des quantités astronomiques. Et on va garder l'oxygène pour nous. Et pour les gaz toxiques, en fait, ça va passer à travers des tamis moléculaires. Donc, on est sur des filtres très, 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 très fins qui sont capables de capter le CO2 et tous les gaz, les petits polluants qu'il pourrait y avoir dans l'air. Et donc, ça le permet donc d'avoir en permanence de l'air respirable. On n'a pas... j'ai vu une question, je crois, passer sur l'air régénéré. Donc, c'est l'air qui est régénéré, recyclé. Donc, tous les gaz inutiles, l'azote notamment, parce qu'il y en a 80% dans l'air, lui, il est à circuit fermé. Et on apporte juste l'oxygène dont on a besoin et on vire le CO2. La pression à bord, elle est normale. C'est la même pression que quand on part de Toulon. Alors, le gonflage potentiellement des capacités d'air se fait dans le bord. Donc, on prend de l'air du bord pour regonfler les groupes qu'on utilise pour les chasses. Ça fait que des fois, on est un peu en dépression par rapport à l'extérieur. Et puis, la pression atmosphérique, même à l'extérieur, elle varie dans le temps en fonction de la météo et des choses comme ça. Donc, on ne maintient pas la même pression forcément qu'à l'extérieur, mais on reste à 1 bar. On n'a pas besoin de faire des paliers de décompression quand on sort même d'une mission de 90 jours pour nos amis de Brest. Voilà, donc il n'y a pas de séquelles particulières, ils ne poussent pas des branchies quand on est sous-marinier. Et voilà, on surveille. Il y a 1 ou 2 personnes à bord dans ce métier en permanence de surveiller l'état de l'air qu'on respire, mais on a tout ce qu'il faut, toutes les usines. Et en cas d'avarie, on a des chandelles à oxygène, donc c'est des toutes petites bouteilles remplies d'oxygène qu'on va ouvrir tout doucement pour redélivrer de l'oxygène. Il ne faut pas le délivrer directement parce que ça ferait mal à la tête, mais on va pouvoir, pareil, voilà, c'est doublé. Et puis si jamais, même ça, on n'en a plus, on va remonter et démarrer le moteur diesel, voilà, pour respirer de l'air frais de l'extérieur. Donc on ne va pas mourir empoisonné par l'air en tout cas. Voilà. Après, l'eau douce. On parlait tout à l'heure de faire une électrolyse de l'eau. Alors de l'eau, on en embarque. Comme par en mer, en général, les capacités sont pleines. Mais on a quoi? On a 8-10 tonnes d'eau à bord. Ça ne suffit pas. Donc, il y en a tout autour du sous-marin. C'est le principe du sous-marin. Donc, on va s'en servir. Alors, pour produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer, deux solutions. On va la vaporiser, on va la faire bouillir à travers les bouilleurs. Donc, je l'ai marqué. Donc, on récupère la vapeur. On rejette la saumure, c'est comme ça que ça s'appelle, un tout petit peu d'eau très chargée en sel. Ça, on va le rejeter. Nous, on va garder que l'eau pure. Une partie, on va s'en servir à la machine, alors, potentiellement, normalement pas dans le circuit primaire, puisqu'il est étanche, on n'a pas besoin de compléter le circuit primaire, mais on peut être amené à en rajouter dans le secondaire. L'utilisation d'un circuit à vapeur fait que des fois, il y a des petites fuites de vapeur ou des petites fuites d'eau. Il n'y a pas la même exigence d'étanchéité sur le circuit secondaire qui n'est pas radioactif que sur le circuit primaire. Donc, potentiellement, on va compléter.
avec de la nouvelle eau, et le reste est reminéralisé pour en faire de l'eau potable. Voilà. Et donc, on a 8-10 tonnes d'eau. On va toujours sauvegarder une partie. On a une bouteille de 8 tonnes qui est immense et on va jouer que sur 2 tonnes. Le reste, on va se le garder au cas où, mais il est là. Il est là et 2 tonnes suffisent largement. C'est complété à longueur de journée. C'est recomplété. Donc, dès qu'on va se servir de l'eau, alors voilà, ça sert à la boisson, l'hygiène, la cuisine. Alors oui, je marque l'hygiène, on prend des douches à bord du sous-marin. Ils ne le faisaient pas trop avant à l'époque sur sous-marin diesel parce qu'ils ne produisaient vraiment pas beaucoup d'eau. Ils n'avaient pas autant d'énergie que ce que nous, on peut avoir sur sous-marin nucléaire. Le réacteur n'est pas du tout rentable. Sur l'énergie produite par le réacteur, il y a peut-être plus de 10% qui vont être utilisés pour la propulsion. Le reste, c'est de l'énergie, c'est où on va chauffer de l'eau et le rejeter à la mer, où on va l'utiliser comme ça. Voilà. On va produire, c'est la vapeur qui permet de chauffer l'eau des bouilleurs, la vapeur du réacteur, enfin du circuit secondaire. Donc, toute cette énergie-là, donc on produit de l'eau. Et on produit beaucoup d'eau sur mes dernières missions. Et on pouvait quasiment prendre une douche par jour. Alors, une douche de sous-marinier, il y avait un reportage à l'époque, c'était présenté, il y avait une nuit sous la mer présentée par Michel Drucker, et c'était Franck Dubosc qui expliquait dans une petite vidéo que j'ai pas retrouvée, qui expliquait une douche sous-marinier. Une douche sous-marinier, dans la douche, il n'y a pas de chaud, de froid, c'est juste un push-pull. L'eau, normalement, elle est à peu près à une température acceptable. Donc, on met un coup de push-pull pour se mouiller, on se lave, et un coup de push-pull, voire un deuxième, des fois c'est fait, on a le droit à un deuxième, c'est Tahiti pour se rincer. Voilà, ça c'est une douche de sous-marinier. Et donc oui, c'est des petites douches quand même, hein, ces petites douches, parce que l'eau, il faut la stocker avant, il faut la stocker après, une fois qu'elle est consommée. Donc voilà. Mais il y a possibilité, et donc forcément, s'il y a possibilité de prendre une douche tous les jours, il y a possibilité également de faire du sport. On parlait de la vie à bord, faire du sport. Il n'y a pas de salle de sport si on remonte au plan du Suffren, il n'y a pas de salle de sport à bord. Mais il y a toujours moyen de trouver un endroit pour mettre un tapis, faire quelques abdos, quelques pompes, une barre de traction, un vélo d'appartement. Et voilà, sur SNLE, entre les missiles, il y a pour le coup presque des salles de sport avec des bancs de muscu et tout. Là, sur sous-marin, tout le monde, pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui veut avec des méthodes de trucs à la maison, là, comme certains ont fait pendant le confinement. Il y a l'a fait. Voilà, l'a fait, il y a plein d'exercices à faire. Et voilà, donc l'hygiène, la douche, la boisson, la boisson, il y en a qui boivent plus d'eau que d'autres, et puis voilà, c'est pas, on ne boit pas tout le temps de l'alcool, voilà. Donc, boire, manger, c'est important. La tradition dit que c'est à bord des sous-marins qu'on mange le mieux dans l'armée. C'est pas faux. Bon, je pense que dans les états-majors, on mange bien aussi, mais voilà. Là, vous avez 2 photos. Vous avez la cafétéria du Tonnant. C'est 1980. C'est le même que le Redoutable. C'est un sister ship. Le Redoutable, c'est celui qui est visitable à Cherbourg. Voilà. Voilà, on a mode années 80, des banquettes. Et là, on est sur le Suffren. C'est une vraie photo, il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Moi, j'ai fait le Suffren, mais je suis parti avant que la cave soit montée. Et donc, il y a 2 collègues à moi, là. Et donc, on est sur un modèle un peu plus moderne, on va dire. Il n'y a pas le même nombre de personnes non plus, hein. Là, sur SNLE, on est sur un bateau avec 120, 130 personnes. Il y a 2 repas par jour en 2 services, plus les petits-déj. Donc, on va accueillir 60 personnes par repas. Donc, ça fait par service. 60 personnes par service, donc il faut un peu plus de place. Le Suffren, il y a 60 personnes en tout à bord. Il y a 2 endroits pour manger. Il y a un carré officier et la cafétéria pour l'équipage. Donc là, on va plus être sur 20-25 personnes. Alors, on ne voit pas, hein, mais il y a ce grand espace-là. Et il y a à peu près la même chose ici, là, qui est caché par la photo. La cafétéria, c'est un endroit qui est important parce qu'il sert à la fois à prendre les repas, mais c'est aussi le lieu de vie du bord. Et on va avoir des conférences. Le matin, en général, petites conférences. Le matin, l'après-midi, il va y avoir des jeux. Le soir, après le dîner, il y a un film qui est projeté où on va regarder tous ensemble. Alors, l'avènement des ordinateurs portables personnels pour tout le monde a vidé un peu les cafétérias en termes de films le soir à 21h. Mais ça reste un lieu de vie, de partage, d'échange. On travaille en petite équipe à bord.
Mais du coup, on voit toujours les mêmes personnes et la CAF permet de voir d'autres personnes du bord, des gens qui ne travaillent pas forcément avec vous sur les mêmes fonctions. Et donc voilà, c'est important puisqu'on n'a pas les réseaux sociaux. C'est le réseau social du bord quand on est sous-marinier, c'est la CAF. Voilà, donc c'est important la CAF, il faut que ce soit agréable. Donc là, en 1980, ça a l'air très bien, on voit une belle télé cathodique. Et là, en 2020, on est sur quelque chose un peu plus moderne, un peu plus... Il y a eu des études, hein, c'est des sociétés sur le Suffren. Tous les locaux vie, on va regarder juste après les chambres, c'est pas des marins qui ont tout dessiné. C'est pas des marins qui ont dessiné, c'est des vraies sociétés voilà, pour que les gens soient bien, des ergonomes, des choses comme ça. Voilà, et donc je parlais des chambres, voilà, pour dormir. Alors pareil, on est là sur une photo du type redoutable, c'est pris à Cherbourg, je crois, la photo. Et là, on est sur du Suffren. Ça, c'est une vue d'artiste. Ils avaient construit, quand j'ai fait mes cours en 2014 à Cherbourg par les industriels, ils avaient construit une maquette en vrai d'une demi-chambre, 3 lits comme ça, avec les placards. Il faut imaginer qu'il y a 3 lits de l'autre côté. Voilà, vous rentrez dans le poste, il y a 3 lits d'un côté, 3 lits de l'autre, et tous les petits caissons en face. On le voit pas forcément, mais si on le voit là, il y a un petit tabouret qui permet de ranger les chaussures. On est vraiment sur un mode camping-car, quoi. On est sur un mode camping-car. Voilà, le tabouret sert à ranger les chaussures. Ce placard-là s'ouvre et il fait un bureau avec une petite tablette ici qui vient se tirer, et en ouvrant là, on en permet d'avoir un petit bureau. Et puis après, dans chaque lit, vous avez des petits rangements personnels, la petite lumière, et il y a, on le voit pas. Dans chaque lit, je parlais du réseau social, dans chaque lit, ils ont mis maintenant une prise Ethernet. Pas de Wi-Fi, enfin il y a du Wi-Fi à bord du Suffren, mais le Wi-Fi, il est à but professionnel, il sert à la géolocalisation. Chaque personne a un badge sur lui qui permet d'être géolocalisé sur des PC de supervision. Et il n'y a pas de Wi-Fi, donc pour tout ce qui est distraction, comme tout le monde a un ordinateur portable maintenant, il y a un réseau Ethernet qui permet de se relier, de consulter des films, de faire des jeux, voilà, et pour la bonne vie du bord. Donc c'est dormir, le lit est important sur sous-marin nucléaire, chacun son lit, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est vraiment chacun son endroit, c'est l'endroit intime, on va venir coller les photos qu'on veut, voilà, l'aménager. Alors il n'y a pas 3 milliards de possibilités d'aménager un machin, mais voilà, sa petite serviette, son petit machin. Voilà, quelle technologie pour Internet? C'est pas de l'Internet, on est sur du réseau interne. Il est en 1 giga, je crois, celui-là. Le réseau, j'avais fait ces cours-là aussi. Le réseau OPS, on est sur la fibre optique 20 gigas, mais le réseau distraction, on est un peu moins. Il n'y a pas besoin il n'y a pas d'image. Il n'y a pas les périscopes qui sont reliés dessus, des choses comme ça, ou la chaufferie, ou les armes. Donc, il est un peu moins dimensionné. Voilà, j'ai mis quelques liens comme il sera disponible. Il y a plein de choses, Facebook, YouTube. Il y a les C'est pas sorciers qui sont pas trop mal. Ils racontent pas tous vrai l'histoire des ballasts, par exemple. Dans C'est pas sorcier, ils disent que c'est pour s'alourdir. Bon. Et ma photo sur les barres de plongée, j'avais trouvé ça sur cette explication-là de l'effet des barres, j'avais trouvé ça sur un truc de modélisme. Voilà, si je ne peux pas utiliser les images que j'avais dans mes cours, je suis obligé de le prendre sur Internet. Alors, comment communiquer avec l'extérieur durant une mission? On a le droit, quand on est sur sous-marin nucléaire d'attaque, on a le droit à un family par semaine, bonne page. C'est 5 kilo-octets, je crois, de pages. Donc, nos familles peuvent nous raconter beaucoup de choses. Et on a le droit également de répondre, ce qui n'est pas forcément le cas de nos amis bretons. Les bretons qui font des missions de dissuasion, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, ne répondent pas. Ils reçoivent 40 mots dans leur family en réception, et c'est 0 en émission. Voilà, 0 en émission, parce que le sous-marin n'émet pas. Donc, c'est pas la priorité du commandement que d'émettre nos mails. Ces mails-là sont forcément relus. Et à la réception, il ne faudrait pas qu'on apprenne sous l'eau une mauvaise nouvelle. Ça, il y a un filtre de la part des états-majors à terre, et même nous, on est relu pour éviter de transmettre des infos confidentielles qui permettraient de... Voilà. Mais ça n'empêche qu'on émet au moins une fois par semaine, on émet nos réponses à nos familles. Pas grand-chose à raconter.
Ouais, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Voilà. Y a-t-il un cycle jour, nuit, jour pour simuler les lumières sont toujours allumées? Alors, il y a une espèce de légende. Donc, il y a l'éclairage nuit. Il y a l'éclairage nuit, on respecte l'éclairage nuit, on continue à dire que c'est pour les besoins physiologiques, pour se repérer dans le temps. Un bon moyen de se repérer dans le temps, c'est bien la nourriture. Je veux dire, quand vous êtes au Nesquik, c'est que c'est le matin, et quand c'est une soupe, un potage, c'est le soir. Donc les besoins physiologiques, ils sont complètement décalés quoi qu'il arrive. On dort dans la journée, parce que quand on dort, on consomme moins d'oxygène. Donc ça nous arrive de dormir dans la journée. Et puis ce qu'il y a, c'est que comme on travaille la nuit, il faut pouvoir se reposer. Et donc le cycle est forcément perturbé. Cet éclairage jour-nuit, parce qu'il y est, il sert surtout à habituer les yeux du commandant qui, au moment de reprendre la vue, quand on va remonter à la limite de l'eau, on va sortir le périscope, et les périscopes sur version optique, avec des jeux de miroirs et de loupe, il n'y a pas de projecteur. Donc il faut que le commandant, quand il regarde dans la nuit, il ait les pupilles au maximum dilatées. Pour favoriser cette dilatation des pupilles du commandant, on va prendre un éclairage nuit, au moins au central opération. Et après, parce que les gens dorment la nuit, effectivement, on réduit la lumière dans les chambres. Mais ce n'est pas pour avoir ce cycle jour-nuit. Parce que dès que vous sortez du central opération et des chambres, au final, c'est éclairé partout. Vous traversez la machine, les néons, ils sont allumés en permanence. Donc, il n'y a pas de... voilà, les lumières sont toujours allumées, oui. Et juste dans les chambres et au CO, on réduit, on passe en éclairage jour. Est-ce que ça me manque, les sorties en sous-marin? Le fait d'avoir fait cette présentation, il m'est revenu plein de choses. Et oui, c'est un métier passion, et oui, ça me manque. Maintenant, je commence à être un vieux, et on fait des carrières courtes au sous-marin. On a des avantages au niveau de la retraite, où on cumule, on multiplie par 3 nos années pour la retraite au sous-marin. Donc la moyenne d'âge est plutôt basse. Il faut pouvoir supporter de partir et de laisser sa femme et ses enfants. Donc, il y a un moment donné où, oui, on s'arrête et on le prend très bien. Maintenant, ouais, c'était une vie qui était sympa. Pas les mêmes... pas de préoccupation, on est servi. Moi, je travaillais au sonar, je quittais mon corps, je m'asseyais à table, j'étais servi à table, j'allais me coucher, pas de prise de tête. C'était bien. Mais il y a un temps pour tout. J'ai profité quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je profite autrement. Voilà. Petite question, alors après je ne sais pas si tu peux ou pas répondre à la nature du détail, mais est-ce que tu as vécu des situations critiques, le danger ou le stress ultime, on va dire, dans ta carrière? Le danger, il est de partout, de par le milieu. Le fait d'être sous l'eau, le danger, il est permanent. Quand tu remontes à l'immersion périscopique, et on remonte minimum 2 fois par jour. 2 fois par jour, on remonte à la limite de l'eau pour échanger les messages avec l'état-major, pour recaler la navigation. On a à bord, le GPS, ça marche pas, ça fera peut-être l'objet d'un prochain meet-up, mais GPS, il marche pas à bord, donc il faut qu'on remonte, qu'on recale notre navigation par le GPS, des choses comme ça. Et c'est un moment qui est hyper dangereux. Donc 2 fois par jour, on se met en danger, parce qu'en fait, on va à la limite de l'eau, où il y a de plus en plus de bateaux, quelles que soient les mers dans lesquelles on navigue. J'ai fait du Grand Nord, j'ai passé l'équateur plusieurs fois, l'océan Indien, l'océan Atlantique, la Méditerranée, n'en parlons pas, il y a des bateaux de partout. Et donc, eux ne te voient pas. Et puis surtout, tu ne vas pas leur dire que tu es là, c'est pas le but. Donc oui, c'est dangereux. Et donc oui, il est arrivé d'avoir des situations où tu remontes et à 200 mètres de toi, il y a un bateau qui est arrêté. Et comme il est arrêté, tu ne l'as pas entendu avant. Et donc, tu arrives, il est là. Donc oui, et puis après, il y a l'aspect militaire. Sur ma tenue, on le voit. J'ai participé à des opérations comme Harmattan, donc c'était la guerre en Libye, ou l'Afghanistan, même s'il n'y a pas la mer. J'étais en océan Indien à faire de la lutte contre la piraterie. Et il y a des moments, on va dire, militaires, oui, qui peuvent être... il y a eu des échanges... la guerre en Libye, même si on était... pas engagé dans le conflit en tant que sous-marin, oui, ça reste la guerre quand même. Donc, c'est des moments, mais on est préparé.
on est préparé dans la. J'expliquais que le sous-marin, lui, il navigue tout le temps. Par contre, il y a 2 équipages. Et donc, quand l'équipage, donc c'est un rouge, un bleu, quand l'équipage rouge est en mer et qu'on est sur l'équipage bleu, eh ben, on s'entraîne. Et on s'entraîne, c'est toujours d'actualité. On a une équipe d'anciens sous-mariniers, enfin, qui sont toujours sous-mariniers, ils sont toujours considérés comme sous-mariniers, mais des plus anciens, des plus expérimentés qui est à terre et qui nous préparent à repartir en mer. Et ces gens-là, qui sont renouvelés régulièrement, tous les ans, il y en a 1 ou 2 qui changent, de façon à ce qu'ils ne restent pas plus de 3 ans dans le poste, viennent des bateaux. Donc, ils ont vécu des choses. Ils se renseignent, ils collectent tout ce qui peut se passer sur les différents bateaux. Et ils nous font vivre en entraînement, en simulation, ce qu'on peut être amené à faire. Donc, on est prêt. Et après, au plus tu t'entraînes et au plus tu as des réflexes, et quand les situations deviennent un peu tendues, eh ben, tu te raccroches à quelque chose que tu connais, et donc, au final, ça passe. C'est après. C'est une fois que l'action est passée, tu te dis, putain, quand même, ce qu'on a fait, ça craint. Hein. On n'est pas passé loin. Mais au final, il n'y a pas d'accident. Donc, c'est que les gens réagissent bien, on est bien préparé. J'avais une autre question. Ouais. Pourquoi la différence entre un SNLE classique avec 120 personnes et l'autre à 60? Qu'est-ce qui légitime le fait qu'il y ait le double? Alors, ça répond à la question, ta question, là. Oui, il y a de l'automatisme. Il y a beaucoup d'automatisme, de plus en plus. Alors, en France, on aime bien automatiser. Les Américains, par exemple, sur Los Angeles, ils n'automatisent rien. L'avantage, c'est que quand tu automatises rien, ça tombe peu en panne. Un volant a moins de chances de tomber en panne quand c'est un volant manuel que quand il est télécommandé avec une vanne, une électrovanne et des choses comme ça. Ça tombe moins en panne. Mais ça demande plus de monde. Donc, effectivement, c'est beaucoup d'automatisme sur le frein. Beaucoup de choses sont automatisées. Ils ont mis des caméras partout. Ils ont... voilà, il y a beaucoup de contrôle commande et de supervision. Et du coup, ça te permet d'avoir moins de monde. Comme tu as moins de monde, tu as besoin de moins de ces métiers hyper importants, mais les métiers qui font vivre l'équipage. Quand tu as 120 personnes sur SNLE, l'équipe de cuisine, ils sont 6 ou 7. Alors que sur SNA, ils sont 3. Parce que tu as 2 fois moins de monde, tu as 2 fois moins de gens qui s'en occupent. Sur SNLE, la mission, 90 jours où ils ne peuvent pas rentrer, pas du tout, parce que sinon c'est échec mission, ils emmènent un médecin, un anesthésiste, un infirmier, et ainsi de suite, chose que nous, on n'a pas forcément sur SNA. On a juste un infirmier, ce qui est très bien aussi, qui ont fait un peu plus d'années que juste des études d'infirmier. À bientôt à tout le monde. Merci à tous et bravo à la team Indus.